Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de la balado en forme sur le rds.ca. Bien heureuse de vous retrouver et de retrouver aussi mon co-animateur Greg. Salut Greg. Quel plaisir d'être avec toi une fois par 2 semaines, Val. Comment ça va? Ben ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce que depuis les dernières semaines, on fait beaucoup de contenu olympique, évidemment en vue des Jeux de Tokyo. On a parlé de natation artistique, on a parlé, écoute, avec une de tes amies, en tout cas Marie-Ève Marleau, une ancienne plongeuse qui est maintenant sur le COC. Et écoute, là, on va parler de tennis aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs grands joueurs canadiens qui se démarquent sur la scène internationale dans les tournois majeurs depuis plusieurs mois déjà. On n'a qu'à penser à Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu, Denis Shapovalov, et là, j'en passe parce qu'il y en a beaucoup. Ça va super bien côté tennis. Et on a l'honneur aujourd'hui de recevoir Sylvain Bruno. Bienvenue donc sur notre balado en forme. Sylvain, salut. Bonjour à vous deux. Bonjour, Sylvain. Écoute, on est super heureux de t'avoir aujourd'hui parce qu'on a plein d'aspects qu'on peut parler. Tu as un nouveau rôle donc au sein de Tennis Canada depuis quelques semaines. Il y a eu comme une espèce de restructuration qui s'est faite. Tu es maintenant devenu chef du tennis féminin professionnel et de transition. C'est le terme exact que je suis allée chercher. Mais ça consiste en quoi exactement tes nouvelles fonctions? En fait, vous savez, c'est le départ de Louis Borfuga, puis il y a une Oui. restructuration à Tennis Canada. Donc, son rôle a été un peu partagé à travers trois personnes. Et puis moi, j'étais déjà très impliqué avec le tennis féminin. Donc, on m'a donné maintenant le mandat de m'occuper des joueuses professionnelles, des Jeux olympiques, de la Coupe Billie Jean King et des joueuses en transition. Les joueuses en transition, c'est normalement les joueuses autour de 15 ans et plus. Donc, tout ce qui est à peu près 15 ans et plus, jusqu'au niveau professionnel, et puis ça inclut toutes les joueuses qui sont dans le système du tennis canadien. Et est-ce que c'est cette transition-là, en fait, tu parlais du départ de Louis Borfiga qui s'est fait dans les derniers mois à la retraite, est-ce que ça va impacter également ces joueurs-là qui veulent percer au niveau international, donc autant hommes que femmes? Ouais, en fait, la mission de Tennis Canada demeure, malgré le départ de Louis, qui a fait un excellent travail, qui a fait de grandes choses pour le tennis canadien. Mais le projet de Tennis Canada d'avoir davantage de joueurs et joueuses dans le top 100 aux Jeux olympiques, bien, de bien performer dans les compétitions par équipe, Coupe Davis, ainsi de suite, demeure. Donc, tout ce qui a été fait depuis 15 ans, les efforts soutenus à Tennis Canada pour le développement des joueurs juniors ou professionnels va demeurer. Donc, il n'y aura pas un impact tel quel. Est-ce que la COVID a eu un impact? Oui. J'espère que maintenant, on va un peu se sortir de ça. Mais l'objectif de Tennis Canada demeure tel quel, de prendre une joueuse comme Leila Fernandez, de continuer Mhm. à l'appuyer et à lui Ah permettre oui. d'aller au meilleur niveau. Ben justement, c'est quand même merveilleux ce que vous avez fait au courant des dernières années parce que sur la scène internationale, on a vu plusieurs noms apparaître et bien performer et augmenter toujours dans le top mondial, que ce soit du côté féminin et masculin. Mais qu'est-ce qui explique, dans le fond, tous ces succès-là? En arrière de ça, là, il y a quand même un travail acharné de plusieurs années. Dans tes mots à toi, qu'est-ce qui explique ça? Oui, quelques facteurs, mais c'est sûr qu'il y a vraiment, même au niveau international, on parle beaucoup du Canada parce qu'on a pris plein de gens par surprise. Il y a plein de fédérations, il y a plein de pays qui sont intéressés par notre système. Qu'est-ce qui s'est passé? On est pris en exemple, ce qui n'était jamais le cas, évidemment, au hockey peut-être, mais pas au tennis. Donc, c'est sûr, c'est très agréable. Pourquoi? Je pense que, a priori, je pense qu'il y a eu un changement de cap, un changement de valeur à Tennis Canada. Et ça, on remonte peut-être avec la venue de notre CEO, ça fait plusieurs années, là, Michael Downey, où on a vraiment décidé de mettre l'accent sur le développement. On était toujours une fédération reconnue par ses bons tournois. Euh, à l'international, tous les joueurs, tous les entraîneurs me disent toujours: Ah, le tournoi à Montréal, le tournoi à Toronto, incroyable, quel super tournoi. Il y a plein de monde qui vient voir les matchs, on mange bien, c'est bien organisé, la ville est incroyable. Puis tout, mais on a vraiment eu un revirement pour dire, OK, on ne veut pas juste être reconnu par la qualité de nos événements, mais pour être une nation qui va faire mieux sur le plan compétitif. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été investis sur identifier les talents, développer les jeunes. Et on a changé la structure. Ça, c'est surtout dû à la venue de Louis Borfiga avec le Centre national à Montréal, ce qu'on n'avait pas par le passé, un centre à Toronto, un centre à Vancouver. Et même des joueurs comme Milos Raonic est passé par le Centre national à Montréal, Eugénie Bouchard,
Bianca Andreescu, Félix Auger-Aliassime, Shapovalov initialement. Donc, c'est sûr que ça a vraiment eu un gros impact. On a vraiment mis tout le paquet à Tennis Canada pour les prendre de l'âge de 10, 11, 12 ans, puis créer un chemin jusqu'à 20, 21 ans, jusque chez les professionnels. Mais d'abord, félicitations parce que ce système-là semble fonctionner. Valérie parlait des récents succès qu'on voit de nos Canadiens, de nos Québécois dans les différents tournois à l'international. Moi, depuis que je regarde le sport en tant que jeune homme, là, il y a plusieurs années, je crois qu'on n'a jamais vu le tennis autant en santé au Canada. Donc, je trouve ça absolument formidable et je sais que tu en fais partie depuis plusieurs années, notamment avec Bianca Andreescu et maintenant à l'échelle nationale avec plusieurs athlètes. Donc, simple petit mot comme ça en milieu d'entrevue pour te dire félicitations. J'espère que ce constat-là que moi je fais en tant que fan de sport est aussi le constat qui est fait à l'intérieur de l'organisation également. Ben, c'est gentil. Merci. Merci pour les bons mots. Oui, absolument, c'est bien dit. Puis, tu sais, justement, ben, parlons-en de Bianca Andreescu parce que tu étais quand même très proche d'elle. Tu étais à ses côtés lors de ses plus grands moments. Lorsqu'elle a remporté le US Open, ça fait déjà, écoute, on retourne à l'espèce de notre vie avant la pandémie. Là. Donc, ben, c'est ça, parce que c'est comme si on a manqué des bouts de nos vies finalement depuis 1 an et demi. Là. Mais bref, tu étais à ses côtés, tu as toujours été proche d'elle. Il y a eu une séparation dans les dernières semaines. Est-ce que c'était une séparation qui était mutuelle? Est-ce que c'est une nouvelle que tu as appris? Ça venait plus d'elle, plus de toi? Comment ça s'est passé? Et je sais que tu fais partie de la famille pour eux. Est-ce que tu es toujours en communication avec elle? Bon, alors, comment dire, j'ai commencé à travailler avec Bianca depuis plusieurs années à travers Tennis Canada, les programmes que j'expliquais plus tôt. Et puis en 2018, ben, Louis Borfiga m'avait demandé de vraiment m'occuper d'elle à temps plein, de vraiment mettre de côté certaines autres de mes missions, puis me focusser vraiment sur elle, ce que j'ai fait depuis le début de l'année 2018. C'est sûr que lorsqu'on est comme moi, papa, conjoint, qu'on a une famille, c'était vraiment un virement de cap. J'avais des déplacements avant, mais là, c'était vraiment beaucoup. C'était énorme comme déplacement. Donc, c'est sûr que ça devenait un peu lourd, surtout avec la pandémie. C'est extraordinaire ce que j'ai vécu avec Bianca. Les résultats qu'elle a eus, les émotions que j'ai eues comme entraîneur, c'était vraiment comme. Pour un entraîneur, c'était un peu c'est optimal parce que c'est une athlète très talentueuse, très déterminée. Et puis, c'est le souhait de tout entraîneur d'être associé avec quelqu'un comme elle. Cependant, ben, Bianca, elle veut continuer de monter au classement, elle veut continuer de se développer et puis elle souhaite d'avoir un entraîneur qui est avec elle pratiquement au quotidien, sur chacun de ses déplacements, chacun de ses entraînements. On sait maintenant, elle vit à Monaco, elle a toujours une résidence ici à Toronto, mais elle passe beaucoup de temps à Monaco. Donc, ça devenait très difficile. Donc, elle m'avait mentionné si je pouvais faire un peu plus. Et puis, ben aussi, j'adore être un bon entraîneur de tennis. C'est important pour moi, mais comme je mentionnais, j'ai aussi une vie familiale. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, voyant que je ne pouvais pas faire plus, que même peut-être que je souhaitais en faire un peu moins, je pense que Bianca m'a discuté comme quoi que peut-être ce serait bon pour elle de faire un changement, d'avoir quelqu'un qui va être avec elle vraiment every step of the way, ce que je ne pouvais plus faire, ce que je ne pouvais pas faire. Ça s'est super bien fait, on est en très, très bons termes. C'était une conversation très émotive parce qu'on s'entend super bien. Donc, c'était pas du tout une rupture ou une séparation là, quand les résultats ne sont pas là, où il y a des grosses divergences d'opinion. C'était vraiment pas dans ça. Ça s'est super bien fait. On est toujours en communication. On va continuer de l'être à cause de mon rôle, de toute façon, à Tennis Canada avec le tennis féminin. Mais de toute façon, parce qu'on est extrêmement proches. Et puis moi, ben, maintenant, je vais passer à d'autres choses avec Tennis Canada. Mais c'est sûr que je crois énormément à elle. Je pense qu'elle va avoir d'énormes résultats. Ce qu'elle a accompli, c'est le début de plein de grandes choses. Et puis, je vais demeurer son fan numéro 1, si on peut dire. Donc, conseiller aussi, des fois, là, à Oui, l'occasion, oui, tu sais, bien c'est sûr sûr. qu'elle peut toujours compter sur toi, absolument. Tu sais, c'est drôle parce que tu disais, elle passe beaucoup de temps du côté de Monaco. Félix Auger-Aliassime aussi s'est expatrié du côté de Monaco pour réussir sa carrière. Ben, ça a vraiment fonctionné parce qu'on le voit, ses résultats dernièrement. Qu'est-ce qui fait que Monaco, c'est une ville qui est si prisée pour le tennis? Qu'est-ce qui fait que les joueurs doivent s'expatrier là-bas pour réussir ou pour augmenter finalement leur performance? Qu'est-ce qui explique ça? Ouais, bon, en fait, c'est prisé par les joueurs de tennis, mais par beaucoup d'autres sportifs. Hein. Pour différentes raisons. Il y a des raisons fiscales,
Mais c'est sûr que le climat à Monaco est propice au tennis, c'est-à-dire que tu peux t'entraîner 12 mois par année. À Montréal aussi, mais tu vas passer une bonne portion de ton année, peut-être d'octobre jusqu'à avril à l'intérieur, ce qui n'est pas l'idéal quand tu as les internationaux d'Australie en janvier qui sont à l'extérieur. Euh, Miami, Indian Wells, normalement au mois de mars à l'extérieur aussi. Donc, c'est sûr qu'à Monaco, le climat est favorable. Il y a plein de joueurs de tennis qui sont sur place, ont d'excellentes installations. Donc, il y a plein de monde avec qui s'entraîner, d'autres joueurs professionnels. À Montréal, il y en a moins. Pour une joueuse comme Bianca, oui, on peut faire venir des partenaires d'entraînement masculins, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres filles avec qui taper de son niveau, alors qu'à Monaco, elle peut retrouver ça. Donc, il y a plein de facteurs. Et puis, même ne serait-ce que pour les déplacements, c'est un peu mieux centralisé, un peu plus centralisé que Montréal. Donc, tu es en Europe et par rapport à l'Australie et tout, donc tu es un petit peu plus près de tout. Donc, il y a différents facteurs qui font que c'est. Il y en a beaucoup, hein, Djokovic, puis Vitova, la liste est longue là, de joueurs, Wozniacki, et ainsi de suite. Il y en a énormément qui ont pris pied à Monaco avec leur résidence pour l'entraînement, mais aussi pour d'autres raisons, il faut quand même le mentionner. Puis on s'en va un petit peu vers les Jeux olympiques qui ont lieu cet été. On a vu que Denis Shapovalov a dû se retirer de sa participation aux Jeux olympiques, mais il y a d'autres joueurs également. Je pense à Raphaël Nadal qui se sont retirés également. Double petite question, est-ce que de un, il y a des exigences par rapport au comité olympique canadien pour avoir des joueurs qui participent à ce tournoi-là? Et deux, est-ce que c'est un tournoi d'importance pour les joueurs, plus important par exemple qu'un tournoi majeur? En fait, les exigences. Tennis Canada souhaite d'avoir ses meilleurs représentants aux Jeux olympiques. Ça va de soi, c'est une compétition qui est importante pour le tennis canadien, mais le sport au Canada en général. Donc, il y a une volonté, il y a une valeur là, de valoriser les Jeux olympiques, c'est clair. Et puis, il y a beaucoup de ce qu'on fait durant l'année dans les camps d'entraînement, les compétitions par équipe qui visent aussi à préparer les athlètes éventuellement à représenter le Canada aux Jeux olympiques. Ceci dit, c'est sûr que pour le tennis, c'est un peu différent que pour d'autres disciplines sportives. C'est-à-dire que je sais que je ne suis pas un expert, mais en athlétisme ou en natation ou en d'autres compétitions, les Jeux olympiques, ben, c'est le summum. C'est vraiment l'ultime tournoi, l'ultime performance souhaitée. Évidemment, ils ont d'autres compétitions, les championnats du monde et ainsi de suite, des épreuves de qualification. Alors qu'au tennis, c'est un tournoi qui est très reconnu. Tout le monde rêve d'avoir une médaille d'or aux Olympiques. Cependant, dans un calendrier comme cette année, en 2021, ben, les Jeux olympiques sont situés après Wimbledon, avant Montréal, avant les internationaux des États-Unis. C'est un gros rendez-vous, mais c'est un bon détour aussi. C'est à Tokyo, dans des conditions, on parle d'une bulle très, très serrée. Il faut comprendre que les athlètes de tennis sont dans des bulles depuis le mois de janvier. En Australie, on passe à Dubaï, peu importe où on va, à Miami, et ainsi de suite, à Paris. Tu es dans une bulle constamment. C'est difficile pour les athlètes de passer d'une bulle à l'autre parce que ta liberté n'est pas la même. Je pense que ça va évoluer maintenant, mais c'était quand même le cas. Donc, oui, c'est un tournoi d'envergure. Oui, c'est comparable à un grand chelem, c'est certain. Cependant, en 2021, ben, il y en a 4 autres grands chelems, plus les Olympiques. Donc, il y a quand même d'autres tournois. Ce n'est pas le seul tournoi qui est le grand tournoi pour les joueurs de tennis. Il faut choisir ses batailles. Ben, il va penser, il y a Montréal tout de suite après. Pour lui, Toronto. Je vais arriver en forme à Toronto. Si je fais le détour après Wimbledon pour aller à Tokyo, qu'est-ce que ça va faire? Nadal, Dominic Thiem. Je pense qu'il va en avoir d'autres aussi qui vont prendre une décision similaire. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Je n'avais pas réalisé à quel point il y a du voyagement, mais c'est vrai qu'en plus, tu rajoutes Tokyo qui est là. Ça fait beaucoup, beaucoup finalement. Tu es toujours dans des avions en quarantaine à ton hôtel. Tu essaies de t'entraîner, mais là, les circonstances font en sorte que tu ne peux pas t'entraîner comme habituellement. Et je me dis, dans tout ça, en plus, le tennis est un sport qui est individuel. Tu sais, c'est pas comme si c'était un sport d'équipe, tu es en quarantaine avec ton équipe. Est-ce que c'est un sport qui est difficile au niveau professionnel, dans le sens où si tu regardes, bon, je reprends mon exemple de Félix Auger-Aliassime, il est expatrié, bon, du côté de Monaco. Tu sais, tu es souvent seul, tu as toujours ton entraîneur, tu as toujours ton équipe, mais physiquement, oui, ça peut être difficile parce que c'est tournoi après tournoi, mais mentalement aussi, ça peut être très difficile le fait de se retrouver toujours seul à distance de ses proches, de sa famille. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu observes dans l'évolution? C'est comme si la personne, il faut qu'elle soit faite forte mentalement pour arriver à passer tu sais, à ce niveau-là de professionnel, de joueur de tennis?
Écoute, c'est une excellente question, c'est un excellent point. C'est clair que la vision qu'ont les fans de tennis, c'est que c'est un monde, et puis il y a une portion qui est vraie, c'est très glamorous, les beaux tournois, les belles conditions, et ainsi de suite. Et puis, il y a quand même des bonnes bourses pour les gens qui jouent bien au tennis. Oui, mais il y a un côté aussi qui est très difficile. Il y a beaucoup de solitude, à mon avis, sur le circuit féminin et surtout Ah, et également sur le circuit masculin. Et puis, c'est beaucoup de déplacements, on le mentionnait plus tôt dans notre conversation, beaucoup d'avions, des décalages horaires qui changent, et ainsi de suite. Le calendrier est difficile. On commence en début d'année, ça se termine à la fin novembre, il n'y a pas beaucoup de relâchement. Et puis, c'est entraînement, compétition, très peu de temps pour prendre des pauses, à part probablement un peu en novembre, décembre. Donc, c'est très, très difficile, très, très compétitif, très individuel. C'est pas comme dans d'autres sports où, par exemple, au hockey, ben, tu as toute une équipe sur laquelle compter, d'autres joueurs avec toi, avec qui tu peux partager. C'est un peu pas mal chacun pour soi sur le circuit. C'est sûr que sur le circuit masculin, les garçons, les joueurs sont peut-être un peu plus portés à être convivial, à s'amuser entre eux à l'extérieur du terrain. Sur le circuit féminin, c'est un peu moins présent. Mais c'est sûr que ça prend un caractère pour ça. Et puis, on a eu des exemples aussi là, récemment, très récemment avec Naomi Osaka. Donc, c'est pas toujours aussi beau que ça peut sembler ou aussi facile ou parfait que ça peut sembler de l'extérieur. Mais justement, Naomi Osaka, bon, on parle de plus en plus de santé mentale dans le sport. On en a même, on parlait, tu nommais le hockey, justement, qu'on est en équipe, mais ça a été documenté que ça a été très difficile d'ailleurs pour les joueurs de hockey cette saison qui n'ont pas de famille, là, qui sont des jeunes joueurs célibataires, de revenir à la maison, d'être seuls et d'être dans la bulle, même si c'est avec l'équipe. Donc, on n'imagine même pas ce que c'est pour des sportifs individuels. Parlons-en un petit peu de Naomi Osaka. Les problèmes de santé mentale. Ça semble faire toute une controverse présentement sur la planète tennis. Est-ce que c'est un sujet qui va être de plus en plus abordé avec les athlètes, ça, de parler de santé mentale et de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide? Mais je pense que c'est un incontournable. C'est certain. Je pense que c'est quelque chose qui a été tout le monde fait un peu, on piétine, on fait attention lorsqu'on parle de santé mentale, mais je pense que c'est un sujet qui est très important. Et puis, on a peut-être, encore une fois, la perception des champions de tennis ou dans d'autres sports, comme quoi que c'est des super-héros, du monde à l'épreuve de tout, très, très fort mentalement, réussissent à s'entraîner très fort, à aller compétitionner, à aller performer devant des stades, plein de gens, donc ça prend des qualités spéciales. Oui, mais ça demeure des humains avec des états d'âme, des émotions. On mentionnait l'année qui a passé était extrêmement difficile au tennis. Je suis sûr dans d'autres disciplines sportives. Les bulles, l'isolement, les quarantaines à l'étranger, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et dans le cas de Naomi Osaka, ben, je pense qu'elle ouvre le débat, elle ouvre une discussion. C'est sûr qu'elle a pris des prises de position. Par exemple, on le sait, à Roland-Garros, elle a dit, moi, je vais m'abstenir de me présenter aux conférences de presse. Elle a expliqué qu'elle considérait que pour sa santé mentale, c'était préférable. Puis on a vu tout le tollé que ça a fait auprès des tournois, de la direction du tournoi, de d'autres joueurs aussi qui considéraient son état, mais qui mentionnaient aussi on peut pas juste s'abstenir d'aller aux conférences de presse, ça fait partie du boulot. Mais je pense qu'il y a une conversation qui doit avoir lieu. Et puis, c'est parfois un peu tabou, il faut que ça change. Et c'est certain que les tout meilleurs, les grands champions ne sont pas à l'épreuve de tout ça. Donc, c'est valable pour tout le monde. Mais je trouve ça intéressant, Naomi Osaka, parce que si je fais un parallèle par rapport au hockey, c'est comme quand, bon, Sidney Crosby avait fait sa commotion cérébrale. C'est comme si on banalisait les commotions avant, mais là, c'était le meilleur joueur qui était sur la touche, prenait le temps qu'il voulait. Parce que quand tu es joueur, tu vas absolument jouer pour ne pas perdre ton poste, mais là, il a pris le temps, lui, qu'il fallait. Mais là, c'est comme si elle, qui est comme, bon, une des plus grandes vedettes, on s'entend du tennis féminin, dévoile un problème qui est présent, puis qui est une réalité, puis il faut effectivement en faire part parce que, et tu l'as dit, ce sport-là, ils ont énormément de pression. Ils ont, oui, la pression médiatique, mais ils ont la pression des voyages, du transport, la fatigue, il y a de l'entraînement, il y a tout ça qui est comme combiné ensemble. Les conférences de presse, elle, évidemment, c'était ça son point faible. Puis
c'est important de le dire aussi. Mais je trouve ça intéressant de voir. Est-ce que, dans le fond, les médias sociaux ont eu, toi, au courant des années, là, est-ce que tu as remarqué que les médias sociaux ont créé une pression sur les athlètes de plus en plus présente? Un autre nom qu'on peut nommer au hockey, c'est Jonathan Drouin, par exemple, parce que les gens sont tellement critiques, les gens sont difficiles. Dès que tu ouvres ton téléphone, tu n'as pas eu une bonne performance, ben déjà que tu n'es pas bien, que physiquement, tu as tout donné ce que tu avais, mentalement, tu es presque détruit parce que ça n'a pas bien été comme tu voulais. Là, tu ouvres ton téléphone, c'est encore pire. Est-ce que tu trouves que les médias sociaux donnent une pression à ces athlètes-là aussi de haut niveau? Définitivement, c'est certain. Il y a des avantages, hein? Il y a des belles choses avec les médias Oui. sociaux, c'est clair, c'est certain. Et puis, tous les joueurs de tennis, je pense, oui, à peu près tout, l'utilisent comme une plateforme de communication. Donc, c'est certain que c'est une réalité qu'on n'avait pas il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc, c'est un changement, il faut s'adapter. Et puis, pour quelqu'un comme Naomi Osaka, ben oui, depuis qu'elle joue au tennis, les réseaux sociaux sont présents. Mais je pense qu'il faut être très, très prudent, bien équipé, bien entouré dans l'utilisation de cet outil-là, qui peut être, encore une fois, je le répète, Mmh. extraordinaire. Mais il y a quand même une contrepartie, il y a quand même un contre-courant avec tout ça, puis il faut faire attention. Je pense que c'est important d'avoir peut-être parfois, dans son cas, c'est sûr que c'est possible d'avoir quelqu'un qui gère ça un peu pour toi, parce que je le remarque, je le vois, les joueuses qui sont beaucoup, je le mentionnais, un circuit où il y a beaucoup de solitude, où tu as beaucoup de temps par toi-même. Donc, on se retrouve sur l'iPad ou sur le téléphone à consulter son compte Instagram et ainsi de suite. Et les joueuses qui vont prendre le temps de regarder vraiment tous les retours, les commentaires qui leur sont attribués, ouais, ça peut être dangereux, il faut faire attention parce que c'est pas toujours flatteur, c'est pas toujours constructif. Puis même si on se dit, ah, je connais pas cette personne-là, peu importe, l'accumulation peut jouer un rôle, je pense, qui peut être très difficile. Donc, je pense que ça fait partie de ce que la WTA, l'Association des joueuses professionnelles, doit faire, entre autres, de bien former, éduquer les athlètes à comment gérer les réseaux sociaux et faire de preuve de prudence dans tout ça, parce que ça peut être compliqué. Mmh. Ah oui, effectivement. Puis souvent, les joueurs professionnels vont sembler distants et distantes de cette réalité-là, mais on l'a vu, bon, je pense que le meilleur exemple que je peux donner, puisqu'on est présentement en série éliminatoire, c'est Robin Lehner qui a démarré le match numéro 4 dans la série et qui a dit moi, je me fous complètement de ce que les gens pensent de moi, mais que dans la même phrase, a complété en disant qu'il est arrivé 2 heures avant à l'aréna pour voir tout ce qui se disait sur les médias sociaux pour se motiver contre le Canadien. Donc voilà qui est assez paradoxal. Ça peut finir par se rendre à nous, même si c'est des joueurs individuels comme ça. Je pense que tu l'as bien dit, Sylvain, et parfois, il faut faire attention peut-être. Il faut se tourner les pouces 7 fois avant de taper des commentaires, Mmh. même si parfois ça peut être des commentaires d'encouragement qu'on a envers nos meilleurs joueurs de nos pays, peu importe le sport. Mais parfois, ça peut peut-être ajouter une pression inutile aussi à ces professionnels-là. Mmh. Et dans le Ouais. cas de Naomi Osaka, on l'a tous salué. Tout le monde a salué. On se rappelle en septembre dernier, elle a pris des positions très, très claires par rapport. Il y avait l'injustice raciale Mmh. aux États-Unis. Elle a pris une position bien claire. À un Ouais. moment donné, avant un match de demi-finale, elle a dit je ne Ouais. vais pas jouer mon match en support. Je pense que c'était pour l'événement avec M. Blake aux États-Unis. Et puis, on l'a vu aux internationaux des États-Unis, avant chaque match, elle arborait un masque où il y avait le nom d'une personne qui avait vécu une injustice raciale aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, elle a pris des positions très claires. Ça a été salué. Elle est allée chercher beaucoup de monde avec ça. Mais des fois, je ne sais pas. J'ai trouvé ça extraordinaire ce qu'elle a fait, mais après, je pense qu'il peut avoir Absolument. peut-être un petit poids à porter après avec tout ça. Oui, mais super intéressant cette discussion-là. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous. Honnêtement, tout ton bagage et cette expérience, je trouve ça le fun parce que tu es en mesure de justement constater toute l'évolution du tennis durant les 15-20 dernières années. Autant, comme on en a parlé, des médias sociaux, des performances des Canadiens, de la structure finalement de Tennis Canada. Et puis, ben, je renchéris sur ce que Greg disait. Là, honnêtement, félicitations pour tout ce beau travail parce qu'on fait belle figure au niveau mondial. Puis, c'est tout en votre honneur parce que vous avez pris cette espèce de bassin-là et Louis Borfiga aussi, là, qui n'est plus là, mais qui évidemment, il faut lever son chapeau à lui aussi. Alors, bravo pour ce bel accomplissement. Dernière question pour terminer. Est-ce que tu vas être à Tokyo? Non, je n'irai pas à Tokyo. OK. C'était prévu que je n'allais pas à Tokyo pour les raisons. Ben, je devais être à Wimbledon, mais on a fait un changement
avec Bianca, mais je n'allais pas à Tokyo. J'étais aux Jeux de Rio, j'étais aux Jeux de Londres, ça va me manquer. Mais encore une fois, trop de quarantaine, trop de bulles, et ainsi de suite. Je prends un peu de temps à la famille, je vais être à Montréal. Puis il y a le tournoi de Montréal tout de suite après, donc il y a beaucoup de préparatifs à faire. Moins de Oh, quarantaine et que tout le monde soit vacciné. ouais, et Voilà. bonne chance aussi. Bonne chance dans tes futurs projets. Écoute, on va te suivre attentivement, puis au plaisir de te reparler sur notre balado. Merci beaucoup. Merci pour tout. Ciao. Salut tout le Merci, monde. Sylvain. Merci d'avoir nous Au avoir revoir. écoutés, puis on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode en forme. Salut, bonne journée.